Et si la plus grande menace pour l'Afrique de l'Ouest n'était ni un conflit ouvert, ni un putsch, mais un silence glacial entre voisins? Imaginez une région autrefois soudée par une histoire commune, des échanges quotidiens et une solidarité forgée dans la douleur et la réussite. Pourtant, aujourd'hui, l'ombre du silence plane, pesante, presque irréversible. Décembre 2025. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, alliés d'hier, ne s'adressent plus un mot. La frontière, jadis symbole de coopération, est devenue un couloir d'ombre. Là où circulaient l'entraide et la vigilance, ne subsiste désormais que la méfiance et le vide. Les villages de part et d'autre, naguère animés par les marchés transfrontaliers et les fêtes partagées, semblent figés dans l'attente d'un retour impossible à la normale. Ce n'est pas une simple crise diplomatique, c'est une rupture totale, un gouffre qui engloutit la confiance et fragilise la survie de toute la région. Quand la parole se tarit, les piliers de la stabilité et de l'économie vacillent dangereusement. Les agriculteurs ivoiriens qui vendaient stamnes et jadis leurs récoltes à Bobo Dioulasso, les commerçants burkinabés qui importaient du cacao d'Abidjan se retrouvent aujourd'hui sans débouchés, prisonniers d'un isolement soudain et brutal. Sur ce silence plane un risque immense. La porte s'ouvre aux groupes armés, à la criminalité et au chaos économique. En quelques mois, tout peut s'effondrer. Institutions, marchés, alliances, confiance. Ce scénario rappelle étrangement celui de la Yougoslavie au début des années 90, quand l'effondrement du dialogue a précipité la fragmentation et la violence, ou encore l'Afghanistan post-1989, où la rupture entre factions a permis l'essor du chaos et des seigneurs de guerre. Comment deux pays si proches, si interdépendants, ont-ils pu sombrer dans cet isolement ? Pour le comprendre, il faut revenir à la transformation profonde des doctrines sécuritaires et à la fragmentation des alliances régionales. Ce schisme n'est pas arrivé par hasard. Revenons sur les événements et choix stratégiques qui ont scellé ce silence mortel. Pour mieux saisir l'ampleur du phénomène, penchons-nous sur des faits concrets, des décisions marquantes et les conséquences qui en ont découlé. Comment une alliance stratégique a-t-elle pu se désintégrer en quelques années ? Pour le saisir, il faut revenir à la mutation profonde des relations entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, deux pays jadis unis non seulement par une frontière, mais par un projet commun de stabilité régionale. Par exemple, dans les années 2010, l'opération conjointe Kompienga avait permis de démanteler un vaste réseau de trafiquants opérant entre Ouagadougou et Korogo. Cette réussite, fruit d'une coopération sans faille, semble aujourd'hui appartenir à un autre temps. Abidjan s'attache fermement à la coopération multilatérale. La Côte d'Ivoire mise sur la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, sur la présence française et sur l'appui des partenaires occidentaux. Son pari, garantir la stabilité par l'intégration régionale, le dialogue et des alliances éprouvées, quitte à accepter certains compromis sur la souveraineté nationale. Cette logique rappelle celle de l'Union européenne après la Seconde Guerre mondiale, où la coopération multilatérale était vue comme la seule voie vers la paix et la prospérité. Face à elle, Ouagadougou a tourné le dos à cette voie depuis le coup d'État de l'année 2022. Le Burkina Faso refuse désormais la France, se rapproche militairement de la Russie et tisse une alliance avec le Mali et le Niger. Le signal est sans équivoque. La sécurité n'est plus négociable. La souveraineté n'est plus partagée dans des institutions communes. Elle s'impose par l'autonomie absolue et le contrôle direct du territoire. Ce choix rappelle la doctrine du Splendid Isolation du Royaume-Uni au XIXe siècle, ou encore l'attitude de l'Albanie d'Enver Hoxha, qui avait choisi l'isolement total pour préserver sa souveraineté à tout prix. L'opposition entre les deux pays a donc changé de nature. Elle n'est plus seulement politique ou liée à la conjoncture. Elle s'est devenue systémique. Chaque camp défend une conception radicalement incompatible de la souveraineté et de la sécurité. Pour Abidjan, la protection se construit main dans la main avec les voisins. Pour Ouagadougou, elle s'arrache face aux menaces extérieures. C'est une opposition qui rappelle la rivalité entre l'OTAN et le pacte de Varsovie. Deux modèles de sécurité, deux logiques irréconciliables. Dans ce climat, la frontière entre les deux États n'est plus une simple démarcation géographique. Elle concentre désormais toutes les tensions. Elle devient une ligne de fracture, un théâtre d'affrontements d'intérêts stratégiques où l'absence de coopération devient un risque mortel. On se souvient de la ligne verte à Chypre ou de la frontière indo-pakistanaise au Cachemire. Partout où le dialogue meurt, la frontière devient le lieu de toutes les incertitudes. Le résultat, ce divorce stratégique pulvérise les acquis du multilatéralisme.
Il isole les États, fragilise les dispositifs de défense et fait planer une menace inédite de déstabilisation régionale. Toute l'Afrique de l'Ouest risque d'y perdre non seulement sa sécurité, mais aussi sa capacité à résister aux menaces transnationales et à protéger ses populations contre les groupes armés et le chaos. Les exemples abondent dans l'histoire. La désintégration de l'Empire ottoman a laissé place à des micro-États incapables de se défendre contre les ambitions des puissances étrangères. Mais la rupture ne reste pas cantonnée aux hautes sphères diplomatiques. Elle a déjà des répercussions concrètes sur le terrain. Sur la frontière, les premiers signes de cette rupture deviennent visibles. Les populations et les forces locales sont en première ligne face à cette nouvelle réalité. Dans le village ivoirien de Teini, par exemple, des commerçants racontent comment les marchés se sont vidés de leurs visiteurs burkinabés. À Kandchari, côté burkinabé, les écoles voient leurs effectifs fondre, car les familles craignent pour la sécurité de leurs enfants. Que reste-t-il lorsque la confiance s'évapore entre deux voisins ? Quand la coopération sécuritaire s'écroule, la frontière ne protège plus. Elle devient un vide, un no man's land où seuls les plus rapides, les plus violents ou les plus rusés survivent. On se rappelle le destin tragique des régions frontalières entre la Colombie et le Venezuela, où l'absence de coopération a permis aux groupes armés de prospérer. C'est ce qui frappe la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. L'échange de renseignements s'arrête net, les patrouilles conjointes cessent. Un silence glacial s'abat sur près de 584 km. Chaque dispositif commun se dissout et plus rien ne filtre. En 2019, lors d'une attaque djihadiste, le délai de réaction avait été de moins de 2 heures, grâce au partage d'informations. Aujourd'hui, ce délai s'est transformé en interminable attente, chaque minute multipliant les risques de débordement. La bande frontalière, jadis surveillée, devient poreuse. Aucune alerte ne passe, aucun message ne répond. La zone s'enfonce dans l'ombre. Ce blackout attire aussitôt d'autres forces. C'est le syndrome de la zone grise observé au Sahel, mais aussi dans d'autres régions du monde, comme dans la région de la Triple Frontière en Amérique latine. Groupes armés, réseaux djihadistes, trafiquants, milices, chacun s'engouffre dans la brèche. Ils s'installent, circulent, recrutent, imposent leurs règles. Parfois, ils disposent de plus d'armes que les maigres forces ivoiriennes, désormais isolées. Les villages frontaliers deviennent des zones grises. La peur dicte chaque mouvement, la nuit tombe plus tôt. À Nassian, des témoignages rapportent la disparition soudaine de jeunes hommes, enrôlés de force par des groupes armés venus du nord. L'instabilité ne fait pas qu'effleurer la Côte d'Ivoire. Elle s'infiltre méthodiquement du nord vers le sud. Les routes se ferment sous les barrages illicites. L'économie locale s'effondre. Les marchés se vident. Les récoltes pourrissent. Les familles fuient. Des vagues de réfugiés s'échappent, sans destination sûre. L'histoire s'est déjà répétée ailleurs, comme lors de la crise des Rohingyas en Birmanie, où l'effondrement du dialogue avec le Bangladesh a provoqué un exode sans fin. La menace ne s'arrête pas à la frontière. Plus au sud, la tension gagne la côte. Les trafiquants exploitent la façade maritime ivoirienne pour faire passer armes, drogues et êtres humains. Le crime organisé s'enracine. Le port d'Abidjan, jadis symbole de prospérité, devient une plaque tournante pour les mafias transnationales, à l'image de ce qui s'est produit à Naples pendant la montée de la Camorra. En voulant s'isoler, Abidjan croyait se protéger. Mais l'isolement devient un piège. Sans relais, sans soutien, sans renseignement, la Côte d'Ivoire perd le contrôle de son propre nord. Les autorités ne réagissent que dans l'urgence, souvent trop tard face à une menace devenue invisible et insaisissable. Cette impuissance rappelle celle du Nigeria face à Boko Haram, lorsque la coopération régionale s'est effondrée. Là où la coopération protégeait la vie ordinaire, l'explosion des violences détruit tout. Le tissu social se délite, une économie parallèle fondée sur la peur surgit. Les écoles ferment, les dispensaires sont pillés. La vie quotidienne s'arrête. Les habitants inventent des stratégies de survie. Certains se réfugient en forêt, d'autres tentent de rallier des camps improvisés dans les grandes villes. Ce vide sécuritaire expose crûment la réalité. Quand la confiance s'effondre dans une région déjà vulnérable, la frontière n'est plus qu'un trait impuissant sur la carte. Le terrain appartient désormais à ceux qui savent profiter du chaos. Une situation similaire avait été observée entre le Soudan et le Soudan du Sud, où la rupture a fait le lit de la criminalité transfrontalière. Mais ce n'est pas un simple problème local. Cette brèche dans la sécurité régionale annonce un bouleversement bien plus vaste, qui menace l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Car l'expérience montre que l'instabilité ne reste jamais confinée. Elle contamine inévitablement les voisins selon la loi du spillover effect.
Un événement dramatique va exposer l'ampleur de la crise diplomatique. La machine de négociation ne fonctionne plus. Elle est brisée au cœur même du système régional. L'absence de dialogue transforme chaque incident en crise systémique. Fin juin 2025, un activiste burkinabé meurt en détention sur le sol ivoirien. La nouvelle déclenche une vague de colère instantanée. Les réseaux sociaux s'embrasent, semant des rumeurs, des accusations et réveillant des blessures anciennes de chaque côté de la frontière. On assiste à la même dynamique qu'entre le Rwanda et l'Ouganda lors de la crise de 2019, où la mort d'un commerçant à la frontière avait failli dégénérer en conflit armé ouvert. Pourtant, ce décès n'est pas la cause du chaos, mais le symptôme d'une rupture plus profonde. Depuis des mois, il n'existe plus aucun canal diplomatique digne de confiance entre Yamoussoukro et Ouagadougou. Même les appels d'urgence sont perçus comme des pièges ou des provocations soigneusement calculées. Les diplomates racontent comment les réunions virtuelles se sont raréfiées, puis arrêtées, chaque partie accusant l'autre d'espionnage ou de manipulation. L'atmosphère est devenue irrespirable. Chaque mot, chaque geste, chaque silence prend la forme d'un test de loyauté ou d'un signal de défiance. Les dirigeants ne cherchent plus à calmer les tensions. Ils se barricadent derrière leur fierté et leur peur, persuadés que l'autre agit toujours de mauvaise foi. Ce climat rappelle l'ambiance de la guerre froide lors de la crise des missiles de Cuba, où chaque geste était interprété comme une déclaration d'hostilité. L'incident frontalier révèle une vérité encore plus dangereuse. La crise de confiance est absolue. Les outils de gestion de crise, naguère capables d'éviter l'engrenage, ont disparu. Plus aucune autorité régionale, aucun médiateur n'a la légitimité ou la force d'imposer une enquête commune sans être accusé de partialité. Même la CEDEAO, autrefois pilier de la résolution de conflits, est aujourd'hui paralysée par la division de ses membres. Désormais, chaque État interprète tout, à travers le filtre de ses intérêts immédiats et de ses peurs. Pour l'Ivoirien, toute protestation venue du Burkina Faso cache une manipulation. Pour le Burkinabé, toute mesure ivoirienne ressemble à une provocation, voire à une menace militaire déguisée. Ce cercle vicieux n'est pas sans rappeler la rivalité entre l'Inde et le Pakistan, où la méfiance chronique empêche tout dialogue constructif. L'impuissance à absorber le moindre choc transforme chaque incident en risque d'escalade. Là où une coordination aurait permis d'apaiser les passions, l'absence totale de confiance fait de chaque dispute frontalière une étincelle potentielle pour un conflit ouvert. Un simple malentendu sur la présence de soldats à la frontière suffit à provoquer une mobilisation des troupes, comme on l'a vu lors du conflit entre l'Éthiopie et l'Érythrée. À ce stade, la gestion commune des crises n'est plus qu'une illusion. L'ombre d'une flambée de tensions ethniques, d'affrontements locaux ou même d'un affrontement militaire accidentel plane sur la région, menaçant la stabilité de toute l'Afrique de l'Ouest. Les tensions dans la région des Grands Lacs africains offrent un exemple saisissant de la rapidité avec laquelle une crise locale peut déstabiliser tout un sous-continent. Mais, contre toute attente, la Côte d'Ivoire refuse de céder au chaos. Non pas par optimisme, mais parce que l'alternative serait de sombrer dans l'irréparable. Un acteur inattendu va alors tenter de s'imposer comme nouveau médiateur, bouleversant l'équilibre des forces. Cette intervention soulève plus de questions qu'elle n'en résout. Imaginons par exemple une médiation proposée par le Togo ou même par une puissance extérieure comme la Chine, dont les intérêts économiques dans la région sont croissants. Quand la réconciliation n'est plus envisageable, faut-il simplement éviter l'effondrement ? Cette question hante chaque réunion de crise, chaque échange clandestin entre émissaires, chaque réunion secrète à Abuja ou Accra. En décembre 2025, Abidjan s'avance à pas feutrés. Un contact presque invisible est noué avec Ouagadougou. Ni paix, ni dialogue. Juste une tentative sèche calculée pour empêcher la catastrophe. C'est une scène digne des télégrammes codés échangés entre Washington et Moscou en pleine guerre froide. La confiance est morte et chacun le sait. Les deux capitales ne cherchent même plus à sauver les apparences. L'objectif s'est réduit au strict nécessaire. Quelques messages cryptés, des informations minimales sur des mouvements suspects à la frontière, assez pour prévenir un incident qui pourrait déraper. Un exemple concret, la transmission d'un signalement sur un convoi suspect, sans mention d'origine, juste pour éviter une bavure. Abidjan se résigne. Les anciens outils, comme la CEDEAO ou les accords de sécurité, sont devenus caducs. Trop lourds, trop vulnérables, trop publics. Il faut improviser d'autres solutions. Précaires, directes, dictées uniquement par le besoin d'éviter le pire. La stabilité n'est plus qu'un souvenir. On vise l'absence de chaos. On se contente de gérer l'urgence, comme un médecin tentant de stopper une hémorragie faute de pouvoir soigner la maladie.
Ce modèle de coexistence froide s'impose, faute d'alternative. Plus de projets partagés, plus de cérémonies, plus de grandes annonces. Seulement l'essentiel, empêcher la frontière de basculer dans le chaos ou qu'un vide ne s'ouvre aussitôt investi par des groupes armés hors de contrôle. C'est une stratégie de gestion minimale, comparable à celle adoptée entre Israël et le Liban, où le calme relatif est maintenu au prix d'une tension permanente. Le pari est risqué. À ce degré de tension, la moindre erreur de communication, un mot mal compris, un silence trop long, suffirait à précipiter la région dans l'instabilité. Les diplomates expérimentés savent qu'il suffit d'un incident pour tout faire basculer, comme l'a montré l'enchaînement des événements menant à la Première Guerre mondiale. Pour l'instant, tout ne tient que par un fil. Mais déjà, d'autres pays observent, prêts à importer ce modèle glacial dans une Afrique de l'Ouest où la défiance devient la norme. Des rumeurs circulent sur la volonté du Mali et du Niger d'adopter la même posture vis-à-vis de leurs voisins, chacun privilégiant l'autopréservation à la coopération. Le fragile équilibre atteint ici ne tient qu'à des compromis de fortune. Mais que se passe-t-il quand la pression devient trop forte ou qu'un acteur extérieur décide d'en profiter? L'histoire récente de la Syrie, où l'affrontement d'intérêts étrangers a précipité l'effondrement de l'État, sert d'avertissement à qui veut bien l'entendre. Le véritable défi, désormais, n'est plus de préserver la paix, mais d'apprivoiser le chaos. Cela implique une vigilance de chaque instant, la capacité à réagir vite, à improviser, à accepter le désordre comme la nouvelle norme. Les États doivent investir dans la résilience locale, renforcer les communautés frontalières et soutenir les initiatives citoyennes capables de faire tampon contre la violence. En Afrique de l'Ouest, la question n'est plus celle de la coopération, mais de la survie mutuelle. La rupture totale entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, survenue il y a moins d'une année, incarne cette nouvelle ère d'incertitude radicale. Cette situation exige de nouveaux outils, de nouvelles stratégies et surtout une humilité face à la complexité du réel. La frontière n'est plus une zone de coordination, mais un vide menaçant où la force prime. Les institutions régionales, impuissantes à imposer le dialogue, cèdent le terrain à la méfiance et à la fragmentation. Ici, la survie ne repose plus sur de grands traités, mais sur la capacité à gérer le désaccord, une crise à la fois, transaction après transaction. Un chef de poste ivoirien confie: désormais on négocie chaque incident comme si c'était une affaire de vie ou de mort. Cette gestion pragmatique se présente comme l'ultime barrage contre l'effondrement. Mais si elle faillit, l'Afrique de l'Ouest risque de perdre tout levier collectif pour limiter les crises. À ce stade, groupes armés, réseaux criminels et puissances extérieures pourraient imposer leurs lois, précipitant la désintégration régionale. Les leçons du passé sont claires: là où le dialogue disparaît, la force s'impose, souvent au détriment des populations les plus vulnérables. La disparition d'un langage stratégique commun ne menace pas seulement la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Elle risque de s'étendre, devenant la nouvelle norme. Chaque État isolé, guidé par sa propre conception de la sécurité. On pourrait voir émerger une série de micro-conflits, difficilement contrôlables, à l'image de ce qui s'est produit dans les Balkans après 1990. Dans ce contexte, stabilité, prospérité, souveraineté, tout est en jeu, non pour une seule nation, mais pour toutes. L'Afrique de l'Ouest s'engage sur un territoire inconnu, où négocier le désordre, accepter le désaccord, devient la condition essentielle de la survie collective. La question n'est plus de savoir si la région peut retrouver son unité, mais comment elle peut éviter de sombrer dans l'abîme. Car au-delà de la peur, il reste une certitude. Là où le silence tue, il faudra bien, un jour, réapprendre à parler.